Europe. Le journal de 7h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les locations d'Airbnb, une opération juteuse pour les propriétaires, mais qui peut aussi virer au cauchemar avec des faux locataires qui prennent leur quartier jusqu'à changer la serrure de la porte et refuser de partir. Un phénomène qui se multiplie avec une technique aussi redoutable que difficile à anticiper. Antoine Bienvaux. Oui, le principe est simple. Le squatteur loue d'abord un logement sur la plateforme Airbnb en se faisant passer pour un vacancier. Une fois installé dans l'appartement ou la maison, il change alors la serrure à l'insu du propriétaire qui ne peut donc plus accéder au logement. Et c'est là que le cauchemar commence, car selon la loi française, il est presque impossible d'expulser un squatteur qui utilise cette technique. C'est ce qu'explique Théo Berthet, responsable des acquisitions pour le site squatsolution.com. Quelqu'un qui squatterait un appartement via Airbnb n'est pas rentré dans le bien par voie de fait. Une voie de fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une ruse, une violence physique ou verbale ou une effraction. Il est rentré légalement. Donc, pour pouvoir demander l'expulsion express des squatteurs, il faut prouver cette fameuse voie de fait et c'est pas possible si les occupants n'ont pas cassé la porte. Pour le propriétaire, il n'y a alors pas d'autre choix que d'entamer des procédures d'expulsion qui peuvent prendre des mois, voire des années. Et attention, si cela vous arrive, ne soyez pas tenté de vous faire justice vous-même, car si le squatteur dépose plainte, vous pourriez risquer jusqu'à 3 ans de prison et 30 000 € d'amende pour violation du domicile. Antoine Bienvaux pour Europe 1. Deuxième victoire pour l'île d'Oléron. Après Airbnb, il y a 3 mois, c'est au tour du Bon Coin d'être accusé de manquements répétés relatifs à la taxe de séjour entre 2020 et 2022. La plateforme condamnée a versé 410 000 € à la communauté de communes de l'île. Les campements illégaux de gens du voyage se multiplient. Dans les parkings, les stades ou encore les champs, avec des nuisances sonores, de l'insalubrité et un sentiment d'insécurité. Une source d'angoisse pour les maires non autorisés par la loi à expulser ces campements illégaux. C'est le cas notamment Laura Legault à Saint-Brévin-les-Pins. Oui, comme la maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Depuis une semaine, 200 caravanes occupent illégalement un terrain agricole à quelques mètres seulement d'une aire prévue pour les accueillir. La maire Dorothée Pacaud a alerté la préfecture pour les expulser, mais elle voudrait une procédure plus rapide et plus efficace. On a des terrains pour les accueillir, c'est normal. Il y a des choses qui sont prévues par la loi, mais dans ces conditions, il faut que ça aille dans les deux sens. Les communes font des efforts. Il faut également qu'on nous aide à faire respecter quand il y a des installations illégales. À Coursant, dans l'Aude, le maire Édouard Rocher a été confronté à la même problématique. Il souhaite des sanctions plus importantes pour les contrevenants. Saisie de véhicules, saisie de caravanes, amende automatique, ça pourrait dissuader un certain nombre de personnes. En attendant, l'élu s'organise avec les maires des communes voisines. On passe tous les week-ends à guetter les caravanes. Quand un maire sur une partie du secteur dit voilà, moi on m'a informé qu'il y avait une quarantaine de caravanes, automatiquement je vais bien vérifier que les différents sites soient sécurisés. Et pour sécuriser les sites, la municipalité a investi dans une barrière anti-intrusion. Coût du dispositif, 30 000 €. Laura Legault pour Europe 1. C'est un dispositif méconnu mais proposé dans plusieurs départements, l'aide à l'équipement qui permet aux ménages modestes d'acquérir lave-vaisselle, sèche-linge ou encore imprimante et canapé. Un dispositif de la Caisse nationale d'allocation familiale dont on ignore le coût et qui pourrait, face aux 40 milliards € d'économies que cherche à faire le gouvernement, disparaître. Barthélémy Philippe. Oui, l'aide à l'équipement mobilier ménager existe dans de nombreux départements sous des formes diverses, prêts sans intérêt et ou subventions. Dans ce cas, la somme est directement versée à un commerçant, ensuite chargé de fournir un canapé ou un lave-linge aux bénéficiaires. L'aide ne profite qu'aux ménages très modestes. Exemple en Saône-et-Loire où le plafond de revenus est fixé à 2100 € net par mois pour une famille avec 2 enfants. Montant maximum 300 € par équipement dans la limite de 450 € par an. Si le budget total du dispositif n'est pas connu, il n'est pas exclu qu'il fasse les frais du projet de loi de finances 2026, d'autant que la gestion de la Caisse nationale d'allocation familiale laisse clairement à désirer. Pour la 3e année consécutive, la Cour des comptes a refusé de certifier les comptes de l'organisme en cause des erreurs dans le versement des prestations sociales, RSA et primes d'activité notamment, chiffrées à plus de 6 milliards d'euros, soit 8% du total des prestations versées par les CAF. Barthélémy Philippe pour Europe 1. Le ministre de l'Intérieur en fait un marqueur politique à l'expulsion d'étrangers fichés pour islamisme. Ils sont déjà 64 depuis le début de l'année à avoir quitté le territoire, dont 4 le mois dernier. Les préfets appliquent à la lettre les directives de Bruno Retailleau en matière d'immigration.
Des trafiquants qui s'approprient les espaces communs, menacent l'ordre républicain et déstabilisent les institutions. La France subitement devenue l'un des pays en Europe les plus touchés par le trafic de drogue. Plus un seul recoin du territoire n'est épargné, précise l'Office anti-stupéfiants. 37,5 tonnes de cocaïne ont déjà été saisies cette année en France contre 28,5 au premier trimestre 2024. Une augmentation de 45%. Près de 2 ans après les attaques du 7 octobre, une réunion d'urgence ce mardi du Conseil de sécurité de l'ONU. Avec un objectif pour le ministre israélien des Affaires étrangères, mettre la question des otages au centre de l'agenda international. Une réunion qui fait suite au choc en Israël et partout dans le monde après la diffusion en fin de semaine dernière d'images insoutenables de 2 otages encore aux mains du Hamas. On y revient avec vous, Frédéric Simon. Bonjour. Ce n'est pas la première fois que le Hamas et les autres groupes terroristes diffusent des enregistrements vidéo d'otages. Mais ceux rendus publics il y a 3 jours sont probablement les plus effroyables et l'émotion ne retombe pas. Les images de Rom Braslavski, 22 ans, affamé, se tordant littéralement de douleur, et d'Eviatar David, 24 ans, squelettique, lui aussi contraint de prendre part à une mise en scène macabre consistant à creuser sa propre tombe, sont dans tous les esprits. Un rapport d'experts médicaux a conclu que les 2 jeunes hommes ont perdu plus de la moitié de leur poids respectif. Ils ne pèseraient plus qu'une 40aine de kilos chacun. Un amaigrissement aussi extrême, alertent les experts, met en danger leur capacité même de survie. Inévitablement, la comparaison avec la condition physique des Juifs parqués dans les camps de la mort nazie s'est imposée dans l'esprit des Israéliens. Pour une majorité d'entre eux, l'urgence est de parvenir, en dépit de l'intransigeance du Hamas, à un accord permettant la libération des otages dans les délais les plus brefs. D'autres considèrent que ces nouvelles preuves de la barbarie du Hamas devraient inciter le gouvernement et l'armée à une intensification des opérations militaires dans la bande de Gaza. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1. Et 550 anciens responsables sécuritaires israéliens remettent en cause dans une lettre ouverte à la gestion du cas des otages. Ils appellent Donald Trump à intervenir auprès de Benyamin Netanyahou pour obtenir un cessez-le-feu. Benyamin Netanyahou qui donnera cette semaine des instructions à l'armée israélienne sur la poursuite de la guerre. Et en attendant, la Croix-Rouge renvoie aux Israéliens et au Hamas la responsabilité de se mettre d'accord pour permettre des livraisons d'aide humanitaire à Gaza. Il est 7h38, vous écoutez Europe 1 matin. C'est un geste essentiel qui permet de sauver des vies, le don du sang. Et bonne nouvelle, à partir du 1er septembre, il sera encore plus facile d'être donneur. Un assouplissement qui concerne notamment, Yasmina Katou, les tatouages et les piercings. Oui, il faudra à partir du 1er septembre attendre 2 mois après un tatouage, un piercing ou une séance d'acupuncture pour donner son sang, contre 4 mois aujourd'hui. Même chose si vous avez subi une endoscopie ou une intervention sur des varices. Le délai passe de 4 à 2 mois. Ce délai était imposé pour éviter de contaminer les poches de sang, notamment avec le virus de l'hépatite C. Aujourd'hui, les techniques d'analyse ont évolué pour dépister plus vite et plus précisément les virus dans le sang. Raccourcir les délais devrait permettre d'augmenter le nombre de donneurs et de les fidéliser. Cyria Laperche est directrice médicale de l'établissement français du sang. Lorsqu'un donneur est ajourné, on l'invite à revenir quelque temps après, et plus ce délai finalement est court, plus il reviendra facilement. Il y a des études qui ont démontré que lorsque l'on ajournait sur longue durée, le donneur revient de manière moins aisée. Et ce sont notamment les jeunes plus friands de tatouages et de piercings qui sont visés par cette mesure. Les moins de 30 ans représentent 30% des donneurs en France. Yasmina Katou pour Europe 1. Et on estime en France que 10 000 dons de sang quotidiens sont nécessaires chaque année pour soigner 1 million de malades et de victimes d'accidents. En 2024, 1,5 million de personnes ont donné leur sang. Pas de pénurie pour l'instant des principaux médicaments utilisés pendant l'hiver, notamment les antibiotiques, annoncière de l'Agence du médicament, qui reste toutefois vigilante après plusieurs saisons difficiles. Depuis 2 ans, l'agence lance chaque année un plan hivernal destiné à éviter justement ces manques. Au cœur de l'été, les monuments parisiens visités par les touristes. Et notamment le Sacré-Cœur, monument le plus photographié de la capitale, le plus instagrammé aussi. Et même lorsque ses portes se ferment, peu le savent, mais certains y passent la nuit. Une veillée de prière ininterrompue et entretenue par les croyants qui se perpétue, Caroline Baudry, depuis 140 ans devant le Saint-Sacrement exposé dans la basilique.
Sur le tableau du relais dit d'adoration à l'entrée de l'hôtellerie, les noms sont inscrits au feutre vert. Zina Marie-Dominique de Pantin, en région parisienne, a choisi son créneau. Je fais 5h jusqu'à 7h. Je mets le réveil ici. Elle quittera ce dortoir, ses rideaux et sa vue imprenable sur Paris. Un bel endroit. On a chacun notre petit box, un lieu qui est intime. Une intimité qui se poursuit dans la basilique, plongée dans la pénombre. Kyrène, chambre suivante, rejointe en quelques pas. C'est calme, on peut prier tranquillement, c'est magnifique. On peut se retrouver à 10, à 15, à redescendre à 3, puis remonter. On s'arrange toujours que ça reste pas vite. C'est ainsi que le relais face au Saint-Sacrement, comme le veut la religion catholique, traverse les décennies, explique le recteur des lieux, Stéphane Esclef. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bombes tombaient, tous les vitraux sont tombés, mais les gens restaient là. Il y a toutes les cultures ici, toutes les nationalités. C'est incroyable, ils viennent du monde entier réservé. Maintenant, il y a des lieux qui le font, mais depuis 140 ans, je crois qu'on est le number one. Les lourdes portes rouvrent à 6h30. Paris s'éveille sur la butte Montmartre. Les discrets noctambules quittent les chambres sans même croiser le flot de touristes qu'embrasse la basilique. Caroline Baudry pour Europe 1. Et puis on termine avec du sport et d'abord du tennis. Novak Djokovic ne disputera pas le Masters 1000 de Cincinnati aux États-Unis qui débute en fin de semaine. C'est ce qu'ont confirmé les organisateurs de la compétition. Et puis côté basket, l'équipe de France a réussi le premier test de sa préparation à l'Euro. Victoire 81-75 face au Monténégro en Vendée. Coup d'envoi de la compétition le 27 août. Merci Margot. 7h42 sur Europe 1.